À la une de ce journal, les vacances scolaires, qu'est-ce qui occupe les élèves? Nous irons à Tombouctou voir où ils mettent à profit cette période pour apprendre des métiers, un boulot temporaire qui leur permet également de préparer la prochaine rentrée scolaire. Difficile accès des livres destinés aux non ou malvoyants, un sujet du grand format de la rédaction ce soir. Ces livres restent jusque-là introuvables dans les rayons des bibliothèques au Mali. De plus, ils ne sont pas introduits à la politique de dotation des manuels scolaires. L'AES sera-t-elle au service des peuples? Analystes politiques et experts en relations internationales au Mali réagissent. Tous sont unanimes que les trois États ont pris un chemin de non-retour. Un dossier à retrouver dans la page spéciale consacrée à l'actualité dans la Confédération des États du Sahel. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition décalée en raison de la finale de l'Euro 2024 que vous venez de suivre sur nos antennes. Une finale remportée par l'Espagne face à l'Angleterre. Nous y reviendrons en fin du journal dans Sport Weekend avec Seragatou Sissé. Au Mali, les élèves sont en vacances. Beaucoup mettent à profit cette période pour apprendre des métiers. C'est le cas à Tombouctou. Nous les retrouvons dans des ateliers de couture, de menuiserie ou encore dans les garages automobiles. Ce travail temporaire leur permet également de préparer la prochaine rentrée scolaire. On en sait davantage avec Najim Baba Sissé. Les vacances sont de moments de détente mis à profit par les élèves à Tombouctou pour apprendre des métiers au détriment des balades inutiles. Que ce soit la couture, la menuiserie ou la mécanique, ces apprentissages offrent des avantages à la fois pour ses apprenants ainsi qu'aux maîtres d'atelier. À 11 ans, Idrissa Meiga, élève en 7e année, a des compétences dans le domaine de la couture malgré son jeune âge. Pendant les vacances, je viens ici, je fais un peu de boulot comme les cordes des pantalons avec aussi les cordons et des boutons. Je place aussi des boutons. C'est une bonne initiative des parents vraiment de les envoyer par là parce que ces enfants-là peuvent apprendre beaucoup de choses. Les petits travaux qu'ils font ici leur permettent non d'abord de subvenir à leurs propres besoins au cours de leur année scolaire et aussi après les études. La menuiserie bois ou métallique sont d'autres domaines qui attirent les enfants à cause de la fabrication des petits objets qu'ils peuvent rapidement apprendre. Les enfants là maintenant, pour venir ici, ça les empêche de partir promener ou bien de vol ou bien de délinquance. Donc c'est grâce à ça qu'ils sont ici. Maintenant ils peuvent peinturer, ils peuvent faire beaucoup de choses. Quant à Anda Sissé, élève en 11e année, lui a opté pour la mécanique car il estime qu'après son bac, c'est le domaine dans lequel il compte faire carrière. Je peux faire des petits entretiens, je peux enlever des petits trucs, des supports et autres. Tout ça, j'ai appris ça au garage. Après avoir mes diplômes. Pour des raisons personnelles, dans les cas où je n'aurais pas de boulot. Et nous, ça nous réconforte en tant que parents que les enfants apprennent des métiers au lieu de rester à la maison se coucher. Vraiment, ça nous réconforte. Ça nous réconforte vraiment qu'ils apprennent quelque chose en dehors de l'école. Outre ces élèves, d'autres vacanciers arrivent également, soit pour se ressourcer, soit pour renforcer leurs capacités dans leur domaine d'études. C'est le cas par exemple de Badou Tandina, qui fait la première année en journalisme et communication. C'est la station régionale ORTM qu'il a choisie pour ses 2 mois de vacances. Ce stage me profite déjà parce que depuis les premiers jours que je suis arrivé ici, je n'ai pas regretté aussi. Je pense qu'avant la fin de mes stages, Inch'Allah, je serai quelqu'un de bien. Quant aux filles, les vacances sont opportunes pour aider les mamans à la cuisine et découvrir les techniques de cuisson des mets traditionnels. C'est moi qui prépare, je balaye, je fais tout. Et aussi, ça me permet aussi d'apprendre d'autres plats traditionnels d'ici. Ces apprentissages, en plus d'être un passe-temps pour les élèves, contribuent à leur socialisation et ouverture d'esprit. Intéressons-nous à présent à un cas particulier dans l'industrie du livre au Mali, la prise en compte de certaines couches comme les personnes en situation de handicap visuel. Les livres destinés aux non ou malvoyants restent jusque-là absents dans les rayons de nos bibliothèques. De plus, les livres ne sont pas introduits à la politique de dotation des manuels scolaires. Face à la problématique des jeunes non-voyants, viennent de réaliser une bibliothèque qui suscite de l'espoir à l'Institut national des aveugles du Mali. Mariam Koulibaly s'est intéressée au sujet.
Il est très difficile à un Africain de ma génération de résumer. Falaye Cissé, un jeune non-voyant, est heureux ici de pouvoir lire un des romans du célèbre écrivain Amadou Hampâté-Bâ depuis la toute nouvelle bibliothèque de l'Institut national des aveugles du Mali. Bibliothèque réalisée grâce au dynamisme de certains jeunes non-voyants. L'initiative était de l'association Culture L à travers leur programme de télé-réalité instantanée qui met en compétition des grains et pour faire part de leur projet. Nous avons postulé avec notre grain Action Jeune et sur le projet mise en place d'une bibliothèque en braille. Nous avons été primés avec une somme de 5 millions pour la réalisation de cette bibliothèque. On a d'abord misé sur les livres scolaires, les livres qui concernent les programmes académiques. Donc de la première année primaire jusqu'à 9e fondamental, on a vraiment les livres de tous ces programmes-là, les livres de grammaire, les livres de matières scientifiques au niveau du second cycle, ainsi que les livres classiques du primaire. Au-delà de ça aussi, comme récemment on a un lycée depuis 2016, donc c'est pour cela que notre base aussi a été des romans, ensuite les livres en allemand. Pour arriver à ce stade, il fallait la transcription de ces livres en braille, processus complexe et coûteux. Si vous voulez transcrire une seule page d'un livre ordinaire, il faut utiliser par exemple 2 feuilles comme ça, 2 feuilles. Alors qu'une seule feuille comme ça coûte 28 francs. Donc, pour transcrire un livre de 100 pages, il faut non seulement avoir au moins 200 feuilles en braille. Et si une feuille braille coûte 28 francs, donc nous devons nous retrouver à 2800 juste pour le coût des feuilles, qui est différent de la somme à payer pour le transcripteur. Ce projet vient ainsi en réponse aux besoins cruciaux des apprenants de l'Institut national des aveugles du Mali. Ceux-ci ne disposaient pas jusque-là des bibliothèques dignes de ce nom et n'ont accès aux livres en braille dans aucune bibliothèque de la place. Cette bibliothèque, elle est la bienvenue. Pourquoi? Parce que déjà, dans la politique du livre, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de concevoir des documents, eh bien, nos enfants sont laissés pour compte. Si vous prenez par exemple un enfant du fondamental, les livres comme Amadou et Bineta, il n'y a aucun document conçu par rapport à ça. Pour que l'enfant handicapé visuel, lorsqu'un texte est donné, qu'il puisse lire le texte dans ce livre-là en braille. C'est en noir et c'est la page concernée seulement que l'enseignant enlève pour aller transcrire la page pour venir donner. Mais disposer d'un document, non. Face à cette problématique, les acteurs de l'éducation spéciale proposent l'adoption d'une politique nationale d'éducation inclusive. Tout est une question de moyens et une question de politique. Aujourd'hui, est-ce que nous avons une politique qui fait en sorte que si un livre sort, il faut aussi le rendre accessible en braille? Si cette politique n'est pas mise en œuvre, il est vrai qu'il y aura des difficultés d'accéder à ces livres. Maintenant, au niveau des institutions spécialisées, il y a des stratégies qui sont développées pour transcrire certains documents officiels essentiels en braille afin que les enfants puissent les lire. Mais le souhait, c'est que vraiment, de façon systématique, s'il y a un livre qui est édité et qui est imprimé, que ce soit aussi disponible en format accessible aux personnes non-voyantes. En attendant l'adoption de cette politique nationale d'éducation inclusive, les initiateurs de la bibliothèque et les responsables de l'école lancent des cris de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté pour la dotation de l'école en livres adaptés et d'ordinateurs pouvant servir de bibliothèque sonore. Dans un communiqué déposé à la rédaction, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE,
convie en réunion respectivement les partis politiques et les organisations de la société civile demain lundi 15 et mardi 16 juillet 2024 à partir de 15h dans la salle Balamoussa Keïta du Centre international de conférence de Bamako. L'ordre du jour porte sur la relance des activités du cadre de concertation et des questions diverses. Rapport 2023 du Sincère ANR, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation poursuit ses activités de restitution à l'intérieur du pays. Voyons l'étape de Bandiagara avec Benogo Fofana. Solliciter la contribution de la population de Bandiagara pour la construction du Malikouroa. C'est en ce sens que le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation vient de faire la restitution du rapport annuel 2023 aux forces vives de la région de Bandiagara. Une initiative du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Les populations maliennes ont exprimé des recommandations pour que tous les problèmes qu'ils ont puissent être résolus. Et ces recommandations sont au nombre de 517. Pour mettre en œuvre ces 517 recommandations, il faut un plan stratégique. Nous avons fait la restitution au niveau de toutes les institutions de la République et l'étape région et celle nous sommes en cours. Et à la suite de ça, nous pensons que le peuple malien va comprendre que tout ce que le peuple a recommandé est en train d'être exécuté, mis en œuvre par le gouvernement, par le président de la République. Ravi de cet exercice de restitution, le chef de l'exécutif régional de Bandiagara a invité la population à une participation judicieuse au débat. Cette journée devrait être donc d'information et du partage de nos importantes décisions prises à tous les niveaux et doit rappeler que le chemin vers le développement, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la consolidation de la paix demeurent encore difficiles à parcourir et nécessite un engagement fort de toutes les sensibilités confondues. Engageons-nous pour notre part le sacrifice dans la construction nationale. Oui, un engagement patriotique pour un Malikouroa où il fera bon vivre. La population de Bandiagara sortie massivement pour la circonstance devra contribuer à l'édification du pays à travers des propositions fécondes au terme des échanges. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Gestion des terres à l'Office du Niger. La problématique est au centre d'une rencontre à Ségou. Elle se penche sur l'étude menée à travers le cas précis du projet d'irrigation de Ndebougou 4. Les explications de Kandesila et Issaba. La gérance des terres demeure une des problématiques à l'Office du Niger. Le présent atelier vise donc à faire la restitution d'une étude menée dans ce sens à travers le volet gouvernance foncière du projet d'irrigation de Ndebougou 4. Une étude financée par la coopération allemande KfW et menée par le groupement IGN, FI et Nieta Conseil. On aboutit à environ une vingtaine de propositions. Une des propositions majeures va être probablement d'arriver à créer un livre foncier. Ce livre foncier sera un livre foncier qui sera numérique, donc qui sera informatisé sous la forme d'un système d'information foncière en particulier. Et l'objet principal, c'est une fois de plus de fluidifier et de rendre beaucoup plus transparent l'ensemble des procédures. La rencontre qui regroupe la direction générale de l'Office du Niger, les responsables des services spécialisés et des différentes zones concernées, ainsi que les représentants des organisations paysannes, constitue une opportunité certaine pour faire un diagnostic exhaustif de la gestion foncière à l'Office du Niger. Il y a eu des ateliers dans les zones d'intervention de l'Office. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour vraiment récapituler les résultats de cet atelier où nous servirons d'en faire un manuel de procédure sur la gestion foncière de tous les problèmes fonciers à l'Office du Niger. Parce que la gestion foncière à l'Office du Niger devenait problématique. Il reste entendu que les avis et les recommandations des participants sont beaucoup attendus pour parfaire l'étude. C'est pourquoi le conseiller du gouverneur de Ségou, tout comme le maire de la commune Haute-Sébougou, invite les uns les autres à une participation positive au cours de cette rencontre.
L'AES sera-t-elle au service des peuples? Analystes politiques et experts en relations internationales réagissent au Mali. Tous sont unanimes que les trois États ont pris un chemin de non-retour. Tous sont convaincus aussi que les trois dirigeants sont déterminés à travailler exclusivement au service de la population du Sahel. Youssouf Diakité. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Je suis burkinabé. Je suis au Mali, à Bamako précisément, il y a plus de 20 ans. Cette détermination des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est irrévocable et rassure plus d'un. C'est le 16 septembre 2023 que les chefs d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont annoncé la signature de la charte du Liptako-Gourma, lançant ainsi les bases de la création de la nouvelle alliance, l'Alliance des États du Sahel, un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Le peuple peut bien compter sur l'AES parce que c'est des difficultés qui ont amené effectivement ces trois États à se donner la main et des difficultés de lutte contre le terrorisme, et on sait bien que le peuple est le premier effectivement à être assujetti par rapport à cette histoire de lutte contre le terrorisme, et dès lors leur engagement, nous avons vu que les trois États et les militaires, les forces de défense et de sécurité travaillent ensemble pour éradiquer cela, et le débat est en cours pour des questions effectivement de développement économique. L'AES étant l'Alliance des États du Sahel, elle est la bienvenue en Afrique car elle constitue une étape très importante dans la mesure où elle permettra non seulement en commun accord avec nos autorités de la transition de trouver des solutions efficaces aux grands défis qui s'imposent à nous pour lutter contre ce fléau également qui nous paralyse tous, mais aussi et sans nul doute de permettre d'avoir un impact positif et décent sur l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Cette nouvelle alliance promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. Cet acte que d'aucuns ont qualifié d'audacieux a ravivé les débats sur l'avenir de la nouvelle configuration régionale, et l'AES compte déployer une vision ambitieuse allant au-delà de la sécurité, visant l'indépendance économique et l'intégrité des États. L'AES des peuples là est une revendication profonde qui vient plutôt des masses populaires. Et on est tout aussi heureux aujourd'hui de constater que ce concept a trouvé l'adhésion, n'est-ce pas, des dirigeants d'une nouvelle trame, n'est-ce pas, d'une nouvelle race, si vous me permettez l'expression, qui sont aujourd'hui engagés à mettre en œuvre effectivement cette idée-là. Le premier président en exercice de la dite confédération, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans sa conception géopolitique, développe deux notions, à savoir la notion de peuple et la notion de la souveraineté. Alors ce qui était réellement absent, la notion de peuple, effectivement, va être prise en compte dans cette gestion des réalités communautaires. La création de l'AES représente un nouveau chapitre qui ouvre les nouvelles pages du Sahel avec à la une la restauration définitive de la paix, gage d'une stabilité économique pour le bonheur des peuples du Liptako-Gourma. On a l'AES des peuples, évidemment, il s'agit donc pour ce trio sahélien-là, eh bien, donc de se retrouver, parce que quelque part le Mali, le Niger, le Burkina partagent quand même, n'est-ce pas, un certain socle culturel. On a des ethnies, des groupes ethniques au Mali qui sont aussi représentés au Burkina, des groupes ethniques au Burkina qui sont représentés au Niger, des groupes ethniques du Niger qu'on retrouve aussi au Mali. Donc ça veut dire que ces trois pays-là ont en partage cette réalité-là en termes, n'est-ce pas, de population. Et donc c'est des populations qui par le temps ont vécu ensemble, qui ont un vécu historique bien cohérent, duquel effectivement ces populations-là sont nostalgiques. Le premier président en exercice de la Confédération des chefs de l'État de l'AES, c'est qu'il va faire face à deux problèmes, à savoir
travailler pour la représentation et le rayonnement de la Confédération devant les autres instances internationales, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international. Et deuxième chose, travailler à ce que la Confédération soit adulée par le peuple, soit aimée, et ce qui semble être vraiment un acquis. Pour mémoire, l'article 6 de la Charte de l'Alliance établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'un des pays membres est considérée comme une agression contre les autres pays membres de l'AES, engageant ainsi une obligation d'assistance mutuelle, y compris le rétablissement de la sécurité. Confédération des États du Sahel, plus qu'un terme, c'est une vision qui se met en place. Quelle est la différence entre une confédération et une fédération? Quelles peuvent être les implications et les défis de cette nouvelle confédération de l'AES? Des explications avec Franco Ouedraogo et Sonia Kokti de la RTB. Le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel donne lieu à la création de la Confédération de l'AES, un type de regroupement d'États qui, à la différence d'une fédération, à l'exemple de la République fédérale du Nigeria, n'implique pas la mise en place d'une entité politique unique représentant les pays en regroupement. Pour ce qui est de la Confédération, c'est aussi un regroupement d'États. Les États confédérés là vont déléguer un nombre restreint de leur domaine de compétences. Et dans le cas de l'AES, vous avez dû le noter, ce sont les 3 domaines que nous appelons communément les 3D qui vont être délégués à la Confédération. Les exemples de Confédération relèvent vraiment des cas historiques parce qu'en Afrique, dans notre sous-région, c'est l'exemple de la Sénégambie qui a fait son petit bonhomme de chemin entre 1982 et 1989. Et vous avez l'exemple encore des États-Unis d'Amérique qui a commencé par une confédération pour aboutir aujourd'hui à une fédération. Les 3 domaines de coordination dans le cas de la Confédération de l'AES sont la défense et la sécurité, le développement et la diplomatie. Il s'agira pour le Niger, le Burkina Faso et le Mali de définir des positions et des actions communes. La création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à présidence tournante implique une certaine modification dans les rapports avec les institutions internationales. Chaque État doit pouvoir s'exprimer librement, exprimer ses positions de manière souveraine. Maintenant, pour des questions que les uns et les autres trouveront opportuns de coordonner ou d'harmoniser pour avoir des vues, les pays peuvent se concerter, dégager une position commune et à partir de cette position commune, chaque État peut s'exprimer, mais exprimer cette position commune. Ou encore dans un autre cas de figure, cette position-là peut être confiée à un seul État qui va porter la voix de tous. L'ambassadeur chargé de mission indique également certains défis qui se présentent avec la création de la Confédération de l'AES. Il s'agit notamment de l'effort de coordination permanent des positions des différents États, du positionnement de la Confédération dans le paysage de la géopolitique mondiale. L'avènement de la Confédération est un signal qui a été transmis à la communauté internationale sur l'existence d'une nouvelle entité géopolitique et aussi un signal qui consiste à dire à cette communauté internationale-là qu'il faut déjà anticiper les méthodes de collaboration, les méthodes de consultation. Le traité portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel se présente en 31 articles. Sa signature le 6 juillet dernier engage donc une nouvelle forme de coopération entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour un développement endogène. Restons au Burkina Faso où Abdoulaye Farka Maïga est réélu à la tête du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur établi au Burkina Faso. Son nouveau bureau installé hier s'engage à travailler à la cohésion entre les Maliens au Faso et au développement de la mère patrie. Benito Osomé et Tanga Akafando de la RTB.
Abdoulaye Farka Maïga, installé dans ses fonctions de président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, section Burkina Faso. Reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans, Abdoulaye Farka Maïga est à la tête d'une équipe dont la mission est la gestion des affaires des 100 000 Maliens vivant au Burkina et le renforcement de la cohésion de la communauté. On remercie les autorités burkinabées, on remercie les populations burkinabées qui nous laissent de faire le bien qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour nous voir ce qu'on est là. Donc je remercie toutes les populations burkinabées et le Malien. Merci. Cet honneur-là, c'est pour le Burkina et le Mali, c'est pour tous les diasporas. Nous allons placer d'abord cette mandature sous le signe de la paix. Et les missions sont multiples, c'est purement social. Et nous participons également au développement du Mali. Tout en félicitant la nouvelle équipe, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso l'a invité à garder la dynamique de la collaboration entre l'association et l'ambassade pour le bien-être des Maliens vivant au Burkina. Il a également prêché la solidarité et la fraternité entre les Maliens, mais aussi entre les Maliens et les Burkinabés dans le cadre de l'AES. Désormais, nous considérons que nos frères maliens établis au Burkina doivent traiter les Burkinabés et les Nigérians comme des frères. Au-delà de ce qu'ils faisaient déjà, ils étaient déjà frères entre eux, mais ils doivent se traiter en frères et se dire que nous avons un destin lié pour construire notre nouvelle confédération des États du Sahel. Donc ils ont aussi un rôle à jouer. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, une fédération qui regroupe les Maliens des 77 pays au monde, elle a pour vocation de canaliser les compétences et les efforts de la diaspora malienne pour contribuer au développement socio-économique de la mère patrie. Du Burkina Faso, rendons-nous au Niger où des acteurs du secteur de l'eau étaient en conclave ce week-end à Zender. Cette deuxième ville du pays est confrontée à un sérieux problème d'eau depuis quelques années. Les détails avec Mato Toraki de la télévision nigérienne. L'eau est une ressource vitale pour les populations nigériennes en général. La ville de Zender en particulier se trouve depuis plus d'une décennie dans l'incapacité de satisfaire la demande, particulièrement pendant les périodes de forte chaleur. Pour pallier ce problème, des investissements structurants sont nécessaires pour garantir un accès à l'eau potable à toute la population malgré son accroissement rapide. Le document Ganaram 3 porté par la SPEN, la Société des patrimoines des eaux du Niger, nécessite l'adhésion des parties prenantes, d'où la présente rencontre pour enrichir le dit document et récupérer éventuellement des difficultés, car une mobilisation efficace de l'ensemble des acteurs peut être un outil puissant pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Après les différentes interventions des autorités et une présentation sur les différentes articulations du document, les participants ont échangé et partagé des réflexions stratégiques pertinentes qui contribueront à la mise en œuvre du projet et à la durabilité des acquis. Les réalisations de ce projet, c'est d'abord 30 forages avec 30 piézomètres, conduite de 112 km, une extension de 1500 m3, une conduite de 45 km qui va nous ramener à un réservoir R4 bis. Nous aurons 12 000 branchements sociaux, 50 bonnes fontaines. La session s'est conclue sur des notes optimistes de la part du secrétaire général adjoint Halidou Adamou, qui a réaffirmé l'engagement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dirigé par le général Abdraman Tchani pour l'atteinte des résultats du projet. On en vient à présent à l'actualité culturelle avec d'abord la première édition de la nuit de la communauté Bomou dénommée So. La soirée a mis en lumière un pagne identitaire destiné à la femme Bo. C'était la nuit dernière sur les berges du Palais de la Culture. Ibrahim Kaukonate à Boukone. Le Soho est un élément culturel vestimentaire chez les Bois. Un pagne tissé de 5 à 6 bandes verticales présentant comme l'arc-en-ciel.
Cette nuit dénommée Soho vise à valoriser ce pagne qui constitue pour la communauté bois un élément identitaire. Soho, c'est ce pagne-là. C'est pour contribuer à promouvoir ce tissu qu'on appelle So que j'ai organisé cette soirée. Désormais, tout le monde connaît sa signification. Sachez que la femme beau qui met au monde une fille a l'obligation de l'accompagner le jour de son mariage avec 7 pagnes de Soho. Et si elle n'arrive pas à trouver les 7, au moins c'est les 5, ça c'est une obligation. Cette initiative est soutenue par le ministère en charge de la culture, accompagnée par les associations de la communauté bois, dont Bois Mimi. Cette première édition de la Nuit du Soho est un message fort à l'endroit de notre communauté entière. C'est pour moi une promotion pour la culture malienne. Cette communauté, je les adore. Parce que franchement, en voyant Delphine venir me voir dans mon bureau pour dire, écoutez, j'ai une idée. Moi, tout de suite, je me dis, j'adore les gens qui se disent, là, je suis un artiste, il faut un organisateur également pour réaliser mon idée. Les mots me manquent ce soir. Je suis tellement contente, vraiment, vraiment. Et je dis félicitations à Delphine. Et je l'encourage vraiment à faire davantage. Oui, et vraiment, elle est beau, il n'y a rien de tel. Comme vous-même, vous venez de le voir. Pour cette première édition, Delphine Munkoro a été accompagnée par plusieurs artistes, dont la troupe traditionnelle Nyanya de Moïse Dambélé. Et suivons à présent la première édition de la Semaine de la mode responsable. Ça se passe au Musée national, une initiative de la bioéthique sous la houlette de la styliste et designer Maria Bokoum. Nous retrouvons Ibrahim Kaukonate. Les industries culturelles et créatives regroupant les secteurs de la mode et du design sont un important levier de développement dans notre pays. D'où l'organisation de cette semaine d'activités autour de la valorisation du coton et du recyclage des tissus à base des matières de seconde main. La bioéthique est une coopérative composée de stylistes et d'artisans textiles orientés vers la mode éthique et éco-responsable. Alors cette semaine, en fait, c'est pour inciter les consommateurs et les créateurs à aller vers une mode plus durable, une mode qui ne pollue pas notre environnement. Vous savez, la mode, le secteur de la mode, c'est la deuxième industrie qui pollue le plus la planète. Et donc pour minimiser cela, on s'est dit que si on arrivait à utiliser de la teinture naturelle, à pratiquer l'art de l'upcycling et autres, on pourrait minimiser les dégâts. Je voudrais féliciter et remercier sincèrement Madame la Présidente d'éthique, labo bioéthique, dénommée de fil en aiguille, et son équipe pour la pertinence de cette initiative qui cadre parfaitement avec le mandat de l'UNESCO, et singulièrement aux différentes conventions culturelles qui est relative à la Convention de 2005, qui est relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Pour cette première édition, c'est la styliste internationale Ina Modia qui a été désignée comme ambassadrice de la Semaine de la mode responsable. L'occasion est mise à profit par les organisateurs de mettre en évidence le lien entre la nature et la culture. La mode responsable. Je voudrais saluer l'inspiration qui a été celle des organisateurs de cette exposition. Parce qu'à travers le thème transparaissent ces liens intimes entre la nature et la culture. À bien observer, nous remarquons tous que la nature entretient des liens très étroits avec la culture. La culture puise beaucoup
sinon tout dans la nature. Et Mme Maria Bokoum nous a bien démontré que dans ces liens étroits, les deux se respectent. Et surtout à une époque où nous assistons aux effets dramatiques du changement climatique. Pendant une semaine, des panels de discussion sur les enjeux et les perspectives de la mode responsable, des ateliers de formation et l'exposition-vente sont au programme. Et l'on en vient à l'actualité des sports. C'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahima Traoré. Pour commencer, du basketball. Le Mali débute bien la Coupe du Monde des moins de 17 ans filles. Et ça se passe au Mexique. Tout à fait. Succès sur le fil 62-61 face au Mexique, pays organisateur. Les Aiglones appuient sur l'accélérateur 18-7 et 41-28 à la mi-temps. Elle se déconcentre au troisième quart-temps 45-56 avant de se reprendre et s'imposer finalement 62-61. Dans ce même groupe B, l'Italie a pris le dessus 71-63 sur la Nouvelle-Zélande. La deuxième sortie du Mali est programmée ce lundi face à l'Italie. Et nous suivons tout à l'heure sur nos antennes l'Espagne qui a remporté le trophée de l'Euro 2024 en battant l'Angleterre 2-1. Dans une finale fermée en première période, la lumière jaillit en seconde avec l'ouverture du et meilleur joueur du tour. L'Espagne donc qui remporte l'Euro 2024. Parlons des Jeux Olympiques Paris 2024 à présent. Arrivés sur le sol français en milieu de semaine, les Aigles Espoirs du Mali peaufinent leur phase de préparation. Avant d'aller à Paris, rapidement, on va traverser l'Atlantique pour dire qu'il y a un événement à partir de minuit, la finale de la Copa América entre l'Argentine et la Colombie. L'Argentine détentrice du trophée tentera de le conserver et ajouter une 16e étoile à son maillot. La Colombie court derrière la Copa depuis 2011. Alors, vous l'avez dit, Jeux Olympiques Paris 2024, les Aigles Espoirs amorcent la dernière ligne droite de la préparation. Ils sont à Allon, dans le département de la Sarthe. Ils travaillent dans de très bonnes conditions avant de rallier justement à Paris le 20 juillet. Les grandes lignes de la préparation avec Harry Dumatina. À 10 jours de son entrée en lice dans le tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe nationale olympique poursuit à hauteur de souhait la dernière étape de sa préparation dans la ville d'Allon, une commune française située dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire. Franchement, ici, on a très bien été accueillis par la ville d'Allon. Ils nous ont bien reçus, on a eu une réception où ils nous ont bien accueillis, ils nous ont tout mis à disposition pour que ça se passe bien. On a de très bonnes installations pour s'entraîner, pour dormir, on mange bien. Le groupe vit bien, on s'entend tous bien. Ça fait déjà 2 semaines qu'on vit déjà tous ensemble, mais bon, pour la plupart, on a déjà tous passé des sélections ensemble, donc ce qui nous facilite la communication et voilà, on est à l'aise entre nous. Il y a franchement une très bonne ambiance, il n'y a pas de problème, que ce soit avec le staff ou les joueurs, voilà, on peut rigoler avec le staff, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, quand on doit être sérieux, il faut être sérieux aussi, mais voilà, il y a un moment pour déconner, pour rigoler, voilà, on connaît nos limites, on sait, voilà, donc on est focus sur notre objectif, on est là pour bien bosser, bien préparer les JO avant d'aller sur Paris. On est bien. On a la cantine qui est ouverte toute la journée. Quand on a des petits crus, on a des petites collations à prendre, on y va. Avant les matchs, le cuisinier nous prépare un bon petit plat de petites collations, des biscuits, du lait, du jus, des dattes même. J'ai apprécié le fait qu'ils ont ramené des dattes. Ça fait du bien à tout le monde. Et jusqu'à présent, on mange bien. Dieu merci. C'est le 10 juillet dernier que les Aigles Espoirs sont arrivés dans la ville d'Allon, qui a un fort intérêt pour le sport. Parce que la ville d'Allon est une ville qui a mis le sport vraiment au cœur de sa politique, parce qu'on sait que le sport, et notamment les valeurs du sport, qui sont le partage, l'entraide, le dépassement de soi, la solidarité, sont des choses qui sont très importantes dans une ville populaire comme Allon. Et l'objectif final, comme je l'ai dit
à certains d'entre vous, c'est que vous rameniez la coupe à la maison. Et en tout cas, on sera de tout cœur parce que si le Mali gagne une médaille aux Jeux Olympiques, ce sera une partie de la ville d'Alonne qui aura gagné une médaille. Ça fait donc 20 ans. La ville d'Alonne a une amitié avec Sanga, la ville de Sanga, plateau de Bandiagara. Certainement, certains d'entre vous connaissent. Et c'est une amitié qui dure et qui est très forte, qui est relayée par Bassirou Diarra de l'AMSID, que vous connaissez aussi, et qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui nous aide vraiment à travailler avec le Mali sur des projets d'adduction d'eau, sur des projets de puits, mais avant tout sur une amitié. Au nom de la plus haute autorité du Mali, à travers notre ministre des Sports, et aussi au nom de la Fédération malienne de football, à travers son président. Nous sommes très très ravis, très contents d'être ici. On ne se plaint pas, on a tout ce qu'il nous faut, les jeunes sont là. L'accueil a été vraiment chaleureux. Je remercie la mairie d'Alonne, le comité olympique, et aussi M. Bassirou Diarra, qui est un Malien qui réside ici avec son association et qui a été vraiment beaucoup pour essayer de nous mettre en relation et pouvoir venir ici. En attendant de rejoindre Paris le 20 juillet, le coach Badra Alou Diallo et ses joueurs affûtent sereinement leurs armes dans cette ville d'Alonne, calme, agréable, entourée de verdure avec de nombreux parcs et espaces verts. Nos joueurs qui se plaisent bien, eh bien l'ORTM sera donc au cœur de ces Jeux Olympiques pour suivre toutes nos équipes. Je rappelle simplement que la Fédération malienne de football ainsi que le comité olympique n'ont pas quand même invité l'ORTM. C'est Ragatou Cissé. En tout cas, vous l'avez constaté. Merci beaucoup. Alors, direction de Burkina Faso, où l'étoile filante de Ouagadougou s'adjuge la Coupe du Faso. Victoire au tir au but 6-5 face à Rahimo FC. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0-0. L'étoile filante de Ouagadougou arrache son 15e trophée en Coupe du Faso. Un record. L'événement a été placé sous la haute autorité du président de la transition chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, merci Sragatou pour toutes ces informations sportives. Je vous en prie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Vous l'aurez compris, fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellente soirée et très bonne semaine à toutes et à tous. Bonsoir.